Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 6 janvier et voici les informations que nous allons développer. Les adieux de l'AS Stefana à Kaena Onu'u. Plusieurs centaines de personnes ont rendu un dernier hommage au jeune homme. C'était aujourd'hui au stade Ganivé à Fa'a. Un budget 2023 de l'hôpital du Taoné qui n'a toujours pas été voté et il manque 6 milliards pour un fonctionnement normal. Les syndicats menacent de faire grève. Ils décideront la semaine prochaine. Le générateur virtuel Putu Uira est aujourd'hui pleinement opérationnel. Il s'agit d'une gigantesque installation de plusieurs batteries qui aura coûté quasiment 2 milliards et qui doit optimiser la distribution énergétique sur Tahiti. Les détails sur ce projet et sur les perspectives en matière d'utilisation du thermique d'un côté et du renouvelable de l'autre, ce sera avec Patrick Desfours, chef du service transition énergétique d'EDT. Deux jeunes champions du monde français de NACRA 15 ont partagé leurs connaissances et leur expérience cette semaine avec de jeunes navigateurs du Fénois. Dernier jour de stage aujourd'hui, nos journalistes les ont suivis. Merci d'être avec nous. Un hommage pour débuter cette édition, celui de l'AS Stefana pour son jeune meneur de jeu, Kaena. Son décès dans un accident de la route avait ému beaucoup de Polynésiens. Aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes étaient au stade Ganivé pour lui dire adieu. Stéphane Ratino et Patita Savea ont discrètement pris part à ce moment. Il n'y avait qu'un battement de cœur quant à l'unisson de leur tristesse. Les amis de Kaena l'ont suivi pour son dernier tour de stade, pour dire au revoir à un jeune, footballeur esthète et artiste de la vie qu'il donnait à profusion. Un créateur de jeux, un architecte des âmes, dont l'existence était un don toujours rehaussé d'un sourire joyeusement humain et familial. C'est ça, beaucoup d'amour. Hein? Nous, on s'aime tous, nous, on l'aimait tous. C'est un grand manque aussi là. C'est bien de se retrouver comme ça pour passer le deuil. C'est ça, hein? Ensemble on est plus fort. Kaena c'est un vrai enfant du club et il a grandi ici. Et franchement c'est magnifique. Qu'est-ce que tu retiens de Kaena? En plus d'être un joueur exceptionnel, c'est un ami, un frère adorable. Il t'a appris quoi? À faire des passes, à bien jouer. Et qu'est-ce que ça te fait d'être là pour lui dire un dernier au revoir? Du bien. Ils ont pleuré, et sur leur visage frère, tout le sel des amitiés. Ces fraternités de jeunesse qui permettent de se saisir du temps et de dribbler la fatalité. Kaena avait 23 ans, et cette vie envolée est une blessure au vif du cœur. Toutes les générations, dans le témoignage de son engagement, ont accompagné cet enfant de l'AS Stefana. Un jeune comme ça, partir à cet âge-là, si jeune, 23 ans, c'est mon fils quoi qui s'en va. Et c'est pour ça qu'avec les membres du conseil municipal, nous avons tenu à être là cet après-midi pour lui dire au revoir. Parce qu'il rendait beaucoup de services aux jeunes, il s'occupait des jeunes lui-même, à 23 ans. Nous n'avons pas pu aller à la veillée, c'est lui-même qui est venu à notre rencontre. Et cette présence au stade était belle, là où l'enfant a grandi, où l'adolescent a rêvé, et où le jeune homme a transmis. La Stefana a honoré un des siens, tendrement, aux côtés de la famille. Le football aujourd'hui a montré un chemin de frère. L'héritage de Kaena, il peut en être fier. C'est chaud au cœur de voir toutes ces personnes qui rendent hommage à mon fils. Et surtout l'association football Stefana, hein, qui ont donné leur temps pour rendre cet hommage à mon fils. Et je les remercie beaucoup. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas plus. Mais je les remercie du fond du cœur. Désormais, quand le ballon rebondira au stade, il y aura toujours au ciel le charisme du meneur de jeu. Ce chant de l'âme ne s'arrêtera jamais. Foi de l'AS Stefana. Et nous parlons santé désormais. Selon le ministre de la Santé, Jacques Rénal, il manque près de 6 milliards de francs au budget de l'hôpital du Taoné pour qu'il puisse fonctionner de manière optimale. Le personnel médical est donc inquiet. Ce budget n'a pas pu être voté ce matin par le conseil d'administration. Les syndicats se préparent à la grève. Ils se donnent jusqu'à la semaine prochaine pour prendre une décision. Les détails avec Chiquita Teiva et Marcel Bono. On est là pour assurer le service et après, et derrière ça, on nous dit, ben non, là, on va supprimer ci, on va supprimer ça.
Ils sont médecins, aides-soignants, infirmiers. Le personnel du centre hospitalier du Taoné, tous services confondus, mobilisés, c'est rare. À quelques minutes du conseil d'administration, ils contestent les économies tout azimut faites par leur direction. On avait entendu parler un peu des suppressions de postes, mais la suppression des heures sup, tout, j'ai dit OK, d'accord. OK, donc ça veut dire quoi? On va travailler pour rien? Parti pour déposer un préavis de grève ce jeudi, l'intersyndicale de l'hôpital réunie en conseil d'administration s'est rétractée car elle apprend qu'il va falloir non pas 4, mais 6 milliards pour répondre aux soins de la population. Au final, le vote du budget de l'hôpital est reporté. Il nous faut nous donner le temps pour regarder tout ça, pour justement examiner où on peut justement trouver tous ces fonds, comment le pays va nous accompagner. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'on a demandé le report. Car le CHPF a cumulé 6 milliards de dettes depuis Mam-On, soit plus d'1,6 milliard de recettes en moins liées au rééquilibrage des tarifications, 1,2 milliard que l'hôpital doit à ses fournisseurs et 3 milliards de factures impayées par les patients cumulées depuis des années. On réfléchit quand même à certaines activités qui pourraient être particulièrement coûteuses, qui pourraient être reportées ou dont on pourrait diminuer le nombre de lits ou des choses comme ça. On va faire appel à des cabinets spécialisés qui vont nous permettre de mieux, je dirais, étalonner les différents services en fonction de l'activité et formater un budget par rapport à cette activité et non plus formaté comme c'est fait à l'heure actuelle, un petit peu à la louche. En clair, la dotation globale de la CPS qui a été augmentée cette année de 3,5% et la subvention du pays estimée à 400 millions ne suffiront pas à remettre le CHPS sur les rails. Par rapport à l'année dernière, par exemple, on est quand même passé en moyenne de 14 milliards à 17 milliards. Voilà, ça c'est les possibilités de la CPS. Le ministre Raffin a évoqué l'idée de mettre le CHPF sous la tutelle de l'État, ce à quoi les syndicats ne sont pas tout à fait opposés. En attendant le prochain conseil d'administration jeudi, une ultime rencontre est prévue mardi entre l'intersyndicale, les représentants de la CPS et le gouvernement. Pour ce dernier week-end des vacances, avant la rentrée du mois de janvier, les autorités ont décidé de renforcer les contrôles routiers. La gendarmerie a été mobilisée hier à Papara avec 44 infractions relevées, dont 12 pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Aujourd'hui, à l'image, vous le voyez, c'était la police nationale qui effectuait des contrôles du côté de Tiperui. Écoutez Guy Fitzer, l'administrateur des Îles du Vent, au micro de Jérôme. Monsieur le haut-commissaire a souhaité, compte tenu des résultats, mauvais résultats de l'année dernière, qu'on allait augmenter de 50% les contrôles, mais pas uniquement sur Papeete ou sur Tahiti, mais sur l'ensemble des îles concernées. À l'heure actuelle, nous avons déjà procédé à des contrôles sur Ayatea, sur les Marquises, et nous allons poursuivre ces contrôles sur l'ensemble des archipels. Il faut qu'effectivement on puisse rappeler aux conducteurs qu'il ne faut pas être incivique sur la route et qu'il ne faut pas commettre d'infraction parce que la route tue et blesse. On a eu 35 morts l'année dernière, dont 23 qui concernaient les deux roues. Et puis en métropole, dans la ville de Carcassonne, dans le sud, un Tahitien âgé de 25 ans a été condamné à 2 ans de prison ferme pour violence par conjoint suivi d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive. Information du quotidien régional L'Indépendant. En octobre dernier, l'homme avait roué de coups de poing et de coups de pied sa compagne. Après le malheureux fait divers qui a eu lieu mercredi à Taravao, 2 gendarmes qui ont été obligés de faire feu face à un individu agressif, ce soir on s'intéresse aux entraînements de tir des militaires, des entraînements annuels, obligatoires, où les procédures sont respectées scrupuleusement. Exemple avec ce reportage à Saint-Pierre-et-Miquelon. Plusieurs fois dans l'année, c'est ici, au Gabion, au bout de Savoyard, que les gendarmes se réunissent pour une séance de tir. Passage obligé pour ces militaires qui doivent s'entraîner au moins une journée complète par an. Ça fait partie des fondamentaux du gendarme que de cultiver cette culture de relation à son arme, a fortiori dans un cadre, c'est le cas en métropole, dans un contexte assez dégradé. Le gendarme qui est déployé outre-mer, il a vocation aussi à revenir en métropole, à être amené à utiliser son arme de manière plus récurrente. Objectif de la séance du jour, se familiariser avec l'étui déporté situé au niveau de la cuisse.
et travailler la manipulation du pistolet automatique et du pistolet mitrailleur. Donc précision 5 cartouches à chaque fois, en précision 15 mètres et 10 mètres. Okay. Ensuite du tir d'inter, en fixe, comme ce que vous venez de voir. 10 mètres, 7 mètres, 5 mètres, 3 mètres, 5 cartouches à chaque fois. Tir fixe mais aussi en mouvement, l'idée est de reproduire le type d'intervention qui pourrait se présenter dans la réalité. Il est vrai que lorsqu'on fait un tir opposé sur une cible fixe, ça ne pose pas forcément de gros problèmes. Les gens généralement arrivent à bien fixer la cible et l'atteindre. Lorsque vous êtes en mouvement, lorsque vous avez des montées d'adrénaline, bien effectivement c'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut bien se concentrer. Désormais, une partie de ces séances qui se déroulent sur ce terrain privé devrait avoir lieu au stand de tir Henri Soto. Les gendarmes s'y entraîneront à l'utilisation de leur arme de poing, comme le font les douaniers et les policiers. Du côté de la zone industrielle de la Punarou ce matin, le générateur virtuel d'EDT qui a nécessité près de 2 milliards de francs d'investissement a été inauguré. C'est en fait une gigantesque batterie qui va permettre de mieux gérer les énergies produites, notamment l'hydroélectricité et le solaire. Sa mise en service permet de faire des économies de carburant puisque les groupes thermiques pourront être éteints. La part des énergies renouvelables sera aussi plus efficiente. Pour en parler, nous recevons ce soir le responsable du projet, Putu Uira, également chef du service transition énergétique d'EDT, Patrick Desfours, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un gigantesque ensemble de plusieurs batteries, donc 62 tonnes de batteries au total. Et ce dispositif permet à EDT d'économiser du carburant pour ce qui est des groupes thermiques, mais aussi de mieux gérer la part des énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez simplement comment ça fonctionne? Eh bien, le système de batterie de Putu Uira permet de faire ce qu'on appelle de la réserve tournante, c'est-à-dire jusqu'à la mise en service de la batterie, la centrale, la Punarou, était obligée d'avoir un groupe toujours supplémentaire qui venait suppléer éventuellement une défaillance de notre groupe. Et ce groupe supplémentaire donc, faisait en sorte que les groupes ne fonctionnaient pas à leur puissance nominale. Ils fonctionnaient à 60% pour avoir toujours de la réserve de marche. Il fallait un spare en quelque sorte, voilà, un secours. Il faut toujours un secours, un spare pour reprendre une défaillance, que ce soit de l'hydro ou d'un autre groupe, de manière à ce qu'on évite au maximum les coupures clientèle. Mais avant Putu Uira, il y avait aussi des problèmes de stockage des énergies produites à la base des énergies renouvelables. Hein. Bien, problème de stockage d'énergie, pas spécialement. La problématique qu'on rencontrait, si vous voulez, c'est que lorsque on avait beaucoup d'hydroélectricité la nuit et les week-ends, et le week-end, en plus de l'hydroélectricité, il y avait la problématique de la production solaire, qui est de plus en plus importante sur l'île de Tahiti. Il faut bien le rappeler, puisqu'on a pratiquement 40 MW de crêtes qui sont installés à ce jour sur Tahiti. Eh bien, la nuit et les week-ends, on se retrouvait à devoir limiter le renouvelable parce qu'il n'y avait pas assez d'appels de clients la nuit. L'île de Tahiti ne consomme que 40 MW et potentiellement, par exemple, l'hydroélectricité peut en produire 46 quand il y a beaucoup d'eau. Et quand on est obligé de piloter le réseau par des groupes thermiques, eh bien, on est obligé d'avoir deux groupes thermiques qui soient en permanence couplés au réseau. Et ces groupes thermiques sont obligés de produire pour pouvoir réguler la fréquence et la tension du réseau. Et ces mégawatts étaient perdus et on ne les stockait pas. Tout à fait. Donc du coup, comme ces groupes produisaient, c'est autant d'hydro qui ne pouvaient pas être produits, puisque l'hydro n'est pas capable de réguler la fréquence. Donc on avait obligation d'avoir ces groupes. Et tout l'intérêt de la batterie est de pouvoir justement remplacer au moins un de ces groupes, sans prendre de puissance sur le réseau. Et de ce fait, on peut arrêter un groupe et à la place de ce groupe, compenser avec de l'hydroélectricité. Vous avez parlé du solaire, vous disiez qu'il est quand même en progression, mais c'est quand même 7% à peine de la part énergétique en 2021. Vous avez 2 projets de fermes solaires. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, donc, EDT a répondu à l'appel à projet du pays et a été lauréat pour deux projets, un de 6 MW et un de 3 MW, situés du côté de Taravao. Et aujourd'hui, donc, les projets sont lancés, les commandes sont passées et les études sont en cours pour réaliser ces projets qui devraient démarrer d'ici 1 an et demi, 2 ans.
Est-ce que d'autres pistes d'énergie renouvelable sont étudiées par EDT rapidement? Pour l'instant, on se limite sur la partie solaire, puisque c'est la partie solaire qui est je dirais, aujourd'hui économiquement intéressante. Et on travaille aussi toujours sur l'hydroélectricité, puisque vous savez que EDT détient Maramanui. Et on travaille aussi sur le développement de l'hydroélectricité partout où ça sera possible. Merci beaucoup, Patrick Défaut, d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons donc que grâce à Putuwira, près de 3000 tonnes d'économies de carburant seront effectuées par EDT chaque année. Merci beaucoup. Avec plaisir. Les clés de 46 logements sociaux ont été remises aux nouveaux propriétaires aujourd'hui à Mahina. Le président et le vice-président du gouvernement, notamment, sont venus en personne inaugurer la toute nouvelle résidence Amoué 1, construite sur un terrain de 12 000 m². Les logements sont destinés à la location simple pour les familles aux revenus inférieurs à 2 SMIG. On prend la mer désormais grâce à cette belle opportunité pour les jeunes navigateurs du Fénois. La Fédération tahitienne de voile a proposé cette semaine un stage avec 2 jeunes Français, des champions du monde. L'occasion pour nos jeunes marins de préparer au mieux les prochains déplacements à l'international. Hayat Itahiata et Jérôme Lee. C'est une démonstration, une coordination quasi parfaite entre Héloïse et Thomas. Tous deux sont les champions du monde en titre de NACRA 15 en catégorie junior. Ils glissent ici dans des conditions paradisiaques. C'est la toute première fois. Comment vous trouvez? C'est vraiment incroyable. J'ai goûté pas mal de plats d'ici, qu'on n'a pas du tout en France et qui sont vachement bons, comme le poisson cru. Mais ils ne sont pas là que pour les vacances. Aujourd'hui, ils s'entraînent avec la sélection tahitienne sous l'œil aguerri de Teiva. Ce matin, c'est le dernier jour du stage, on travaille les départs. Donc c'est une phase primordiale pour réussir une course, quoi. La présence des champions du monde est une aubaine. Elle ne manque pas de stimuler les autres camarades. Le fait de naviguer avec un champion du monde, ça apporte beaucoup d'excitation et de se dire qu'on va devoir l'affronter dans des manches, ça va être très excitant. J'ai navigué avec le barreur champion du monde. Franchement, il a des techniques beaucoup différentes à mon barreur et des fois, ça peut être des techniques que j'aime bien, qui fait mieux avancer le bateau. Tout au long de la semaine, les 2 champions ont pu dispenser de précieux conseils aux jeunes Tahitiens. Oui, surtout sur les réglages parce qu'ils sont super différents des nôtres qu'on a en France. Par exemple, la tension des câbles, nous on est beaucoup plus tendus qu'eux. C'est surtout s'entraîner vachement. Moi je navigue quasiment 300 jours par an et après en NACRA avec Héloïse on navigue un peu moins mais on navigue quand même pas mal. Des conseils qui ont déjà fait leurs preuves. Oui, hier j'ai pu mettre en pratique avec un temps qui était moins fort et j'ai vu que ça fonctionnait vachement bien. Et qui offre à ces jeunes de plus larges perspectives. Ça m'a prouvé que tout était possible parce qu'il vient aussi du même milieu que moi, l'optimiste. Donc ça m'a montré que c'était possible d'y arriver. Cet échange est une volonté de la Fédération tahitienne de voile. Pour son président, c'est une étape incontournable pour faire évoluer le niveau local. On les a invités ici pour s'entraîner avec nos équipages. Et on voit que durant la semaine, il y a eu de la progression au niveau des équipages tahitiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, demain, on a une 2e régate sélective pour participer aux championnats du monde qui auront lieu en Floride au mois de février. Les compétitions internationales commencent très tôt cette année. À l'issue des régates sélectives, 2 ou 3 de ces équipages seront sélectionnés pour ces prochains déplacements. C'est une figure du sport polynésien qui s'en est allé. Jonathan Crawford, ancien conseiller technique des sports, est décédé. Il avait notamment marqué le football polynésien sur le terrain et en dehors. Le comité olympique de Polynésie française lui a rendu hommage. L'information principale de ce vendredi 6 janvier, le budget 2023 de l'hôpital du Taoné n'a toujours pas été voté et il manque 6 milliards pour un fonctionnement normal. Les syndicats menacent de faire grève. Tout devrait se décider la semaine prochaine. Une rencontre est prévue mardi avec le gouvernement et la CPS. Jeudi, le conseil d'administration du CHPF doit à nouveau se réunir. Dans votre petit écran, ce soir sur Polynésie la Première, vous allez vous divertir avec l'humoriste local Yepo et son One Woman Show intitulé #Sans filtre. Après cela, aux alentours de 21h, vous retrouverez la série Les Prodiges. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous.
Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023, la bonne santé, de la bienveillance et de merveilleux moments. Je vous retrouve avec plaisir demain soir. Passez une excellente soirée sur nos antennes. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.